Bonjour et bienvenue dans cette première séquence. L'objectif de cette séquence est de vous donner un premier exemple d'application de la cristallographie et de son utilité dans la compréhension du vivant. La cristallographie a un rôle très important dans l'étude des phénomènes biologiques car elle permet d'observer les molécules du vivant à l'échelle atomique. Or, c'est à cette échelle que se produisent des processus de reconnaissance moléculaire qui dirigent nombre de phénomènes biologiques fondamentaux. Pour ma part, je vais vous parler de virologie structurale, c'est-à-dire que nous allons voir comment la cristallographie permet d'éclairer le fonctionnement des virus. Pour le comprendre, nous regarderons ensemble l'apport des structures cristallographiques de protéines à la compréhension des mécanismes moléculaires qui sous-tendent la réplication des virus. Ce sera notre premier exemple des avancées scientifiques obtenues grâce à la cristallographie biologique. J'en profiterai pour évoquer brièvement comment la compréhension des mécanismes moléculaires peut contribuer au développement de molécules antivirales pour guérir de ces virus. Avant de débuter le cheminement, nous allons effectuer quelques rappels des notions liées aux structures et à la multiplication des virus. Tout d'abord, il y a une chose qu'il faut réaliser, les virus, il y en a partout. Ils infectent tous les règnes du vivant et sont en réalité à la frontière entre le vivant et l'inerte. Physiquement, ce sont de petits objets, je reviendrai plus tard sur leur taille, et il y a une grande diversité de morphologies de virus. Vous avez des virus sphériques, des virus allongés, vous avez des virus informes, vous avez des virus filamenteux, vous avez des virus qui ressemblent à des capsules spatiales parce qu'ils sont faits de plusieurs modules de forme très bien définie et assemblés à des endroits précis. Mais il y a des choses qui sont communes à tous les virus. C'est qu'ils ont un génome qui peut être composé d'ARN ou d'ADN et que ce génome est protégé par une coque protéique qu'on appelle la capside. Dans leur plus simple expression, les virus peuvent même être réduits à cette coque protéique entourant le génome viral. C'est le cas par exemple de nombreux pathogènes humains très importants comme le virus de la poliomyélite que vous voyez ici et qui est une petite coque sphérique de 40 nanomètres de diamètre enfermant un ARN de seulement 7500 bases d'ARN. Et à titre de comparaison, souvenez-vous que le génome de l'hôte qui l'infecte, c'est-à-dire vous et moi, contient 3,2 milliards de paires de bases. Si les virus peuvent être aussi petits par rapport à l'hôte qu'ils infectent, c'est parce que ce sont des parasites et même des parasites absolus. Non seulement ils doivent infecter un hôte pour y trouver tout ce qui est nécessaire à leur multiplication, mais ils doivent même pénétrer dans les cellules de cet hôte. Aussi, on peut faire un schéma très général sur ce que doit faire un virus pour se répliquer. Un virus doit faire entrer son génome dans une cellule hôte, amener celle-ci à produire les nouveaux composants du virus et assembler ces composants pour finalement sécréter de nouvelles particules virales qui vont aller infecter d'autres cellules. Je vais vous montrer comment des structures cristallographiques permettent d'éclairer 3 étapes tout à fait essentielles dans ce cycle viral: l'entrée dans la cellule, la multiplication du génome lors de la réplication et l'assemblage de la capside protégeant le génome. L'entrée tout d'abord. Pour entrer dans la cellule, ces parasites doivent faire franchir à la capside, ici en vert, contenant le génome en rouge, la membrane externe de la cellule en gris. Certains virus sont eux-mêmes pourvus d'une membrane qui entoure la capside. Et ils injectent la capside et le génome dans la cellule en faisant fusionner cette membrane avec une membrane de l'hôte. Le moteur de cette fusion de membrane, ce sont les protéines virales enchâssées dans la membrane du virus. Ces protéines peuvent déclencher la fusion directement à la membrane externe de la cellule. C'est le cas du VIH ou des virus des herpès. Mais les virus peuvent aussi amener la cellule à les internaliser dans des vésicules. Pour ces virus, les protéines de fusion détectent l'internalisation de façon chimique par l'acidification de la vésicule qui a lieu peu après. C'est ce qui déclenche la fusion. Ce déclenchement par acidification est le cas de nombreux pathogènes humains, comme les flavivirus, dont les plus célèbres sont le virus de la dengue et le virus Zika. C'est aussi le cas de la plupart des virus respiratoires, comme le virus de la grippe, et c'est le cas des rhabdovirus, comme le virus de la rage. Je vais utiliser comme cas d'étude les rhabdovirus, car c'est pour eux que cette fusion est la mieux comprise. L'une des raisons pour cela, c'est que vous pouvez maintenant trouver dans la Protein Data Bank, une base de données publique sur laquelle nous reviendrons dans une autre séquence, vous pouvez trouver 4 structures cristallographiques de la protéine d'enveloppe des rhabdovirus dans les conformations successives qu'elle va adopter à la surface du virus, où elle est ancrée par sa partie C-terminale, ici en violet. Ces structures constituent donc des instantanés du changement de conformation sous l'effet de l'acidification. Comme on a des structures atomiques,
on peut reconstituer dans les moindres détails la cascade de changements de conformation complexes qui orchestrent la fusion des membranes. C'est ce que vous voyez dans ce film. Des résidus spécifiques sentent le début de l'acidification et déclenchent la première transition, puis d'autres résidus, à des endroits charnières de la protéine, déclenchent les suivantes. La première transition projette le bout de la protéine vers la membrane cible pour interagir avec elle. Les transitions suivantes conduisent ensuite à rapprocher et à faire fusionner les deux membranes dans une série d'étapes qui se ressemblent beaucoup pour tous les virus enveloppés, quelle que soit par ailleurs l'architecture de la protéine de fusion. En particulier, dans la dernière étape, on a toujours formation d'une épingle à cheveux dans la structure de la protéine, où la partie violette connectée à la membrane virale se rabat sur le corps de la protéine, ici en se structurant en hélice. On s'est rendu compte qu'en faisant des molécules analogues de cette hélice violette, qui va se rabattre à la fin de la fusion, on peut empêcher cette dernière étape, empêcher ainsi la fusion et empêcher la multiplication du virus. C'est notamment le cas de la molécule qu'on appelle Fuséum, qui est un inhibiteur de l'entrée du VIH, effectivement utilisé en clinique sur les patients infectés par ce virus. Deuxième étape, une fois qu'il a injecté son génome dans la cellule, le virus va le multiplier. Ici, j'ai schématisé ce qui se passe avec un virus à génome simple brun, mais ce modèle a une portée très générale. Pour synthétiser de nouveaux génomes, le virus utilise une enzyme qui est le plus souvent codée dans son génome et qui s'appelle une polymérase. Cette polymérase va d'abord se lier à la molécule génomique du virus. Elle l'utilise alors comme matrice pour en synthétiser un brin complémentaire. Ce brin nouvellement formé sert à son tour de matrice pour synthétiser une nouvelle molécule qui est donc, elle, identique au génome initial. Et le processus est répété, conduisant à la multiplication de molécules génomiques. Chimiquement, cette synthèse de nouveaux génomes correspond à une polymérisation de nucléotides. En bon parasite, les virus utilisent les nucléotides de la cellule pour la synthèse de leur génome. Là encore, des structures cristallographiques nous permettent de décrire en détail atomique la façon dont cette synthèse se produit. Et là encore, on peut inhiber cette étape essentielle à la multiplication du virus en développant des antiviraux qui sont des analogues de ces nucléotides naturels dans la cellule. C'est quelque chose qui est vraiment très utilisé dans la lutte contre les virus. Il y a des inhibiteurs du VIH qui s'attaquent à la polymérase de ce virus. C'est également vrai pour les virus des herpès, les virus des hépatites B et C. Et là encore, des structures cristallographiques ont montré comment ces inhibiteurs vont aller s'adapter au site actif des polymérases virales de la même façon que les nucléotides normaux, et comment les modifications subtiles de ces nucléotides permettent d'empoisonner le processus de polymérisation virale en épargnant les polymérases cellulaires pour éviter la toxicité. Finalement, troisième étape dont je voulais vous parler, l'étape d'assemblage de la capside. Je me focalise ici sur le cas de petits virus sphériques qui sont très nombreux chez les animaux et les plantes notamment. Pour beaucoup de ces virus, la protéine de capside qui forme la coque protéique qui protège le génome peut s'assembler spontanément et avec une précision parfaite. Ce processus fascinant est aussi une cible pour des antiviraux. Ainsi, vous voyez ici la structure cristallographique de la coque protéique qui entoure le génome du virus de l'hépatite B. Elle est faite de 120 dimères de la même protéine, donc 240 copies de cette protéine en tout, qui s'agencent symétriquement. L'assemblage autour du génome dépend de la formation d'interfaces précises entre ces dimères au bon endroit et au bon moment. Et là, on a un autre processus moléculaire très précis qui peut être également déréglé par de petites molécules chimiques qui viennent se fixer à ces interfaces. Vous voyez ici la structure cristallographique d'un complexe entre la capside du virus de l'hépatite B et une de ces molécules qui est actuellement en essai clinique contre ce virus. En conclusion de cette séquence, si je reprends mon schéma général d'un cycle viral, chacune des étapes en fait appel à des processus moléculaires extrêmement régulés, extrêmement précis. Seule la cristallographie permet d'en avoir tous les détails atomiques. Elle éclaire ainsi des mécanismes moléculaires qui sont parmi les plus fondamentaux du vivant, et elle contribue aussi à la conception de molécules antivirales pour interférer avec ces mécanismes.